Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode, on va dire. Pour ceux qui sont pas abonnés, ben, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater la suite de la vie de mon petit portefeuille boursier. Et ceux qui êtes abonnés, ben, vous êtes les meilleurs. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va parler de à quel moment et comment décider de vendre de nos positions, une de nos actions. Voilà, ben, je vais prendre pour cet exemple une des positions où je suis en forte moins-value et voilà, je vais développer à partir de là. Mais d'abord, on va faire un petit bilan des portefeuilles parce que ça fait, je pense, peut-être un mois que je l'ai pas fait. Bon, ça sert un peu à rien de le faire trop souvent, bon, là, je me dis, ça fait un mois. Donc, faisons un petit bilan. Voilà, on va passer en revue les positions et tout ça. Alors, on va commencer par, si vous le voulez bien, le PEA, qui est le plus important. Notre petit PEA, comment il se porte actuellement? Ben, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Voilà, Air Liquide, ça suit son cours, Ferrari, ça suit son cours. J'ai envie de dire, il y a un peu tout qui suit son cours comme le mois dernier, il n'y a rien vraiment qui a changé. Donc ce dont on va parler tout à l'heure, c'est vraiment LVMH, parce que comme vous voyez, je perds 40% par rapport à mon PRU. Effectivement, certains pourraient commencer à se dire, oui, je suis en train de supporter une perte de 40%, est-ce que je vais pas quand même couper ma position? On va y revenir tout à l'heure. Bon, ben maintenant qu'on a vu le PEA, on va passer sur le compte titre, notre petit compte titre. Voilà, sur du Schneider Electric, on voit qu'on est pour l'instant toujours en moins-value de 3%. Mais bon, ça a quand même bien remonté parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, c'était quand même descendu à 180. Voilà, on a souvent des petits soubresauts de marché parce que il y a toujours du bruit qui quand même, comme les acteurs de marché sont pas forcément des êtres rationnels, et ben voilà, ça fait des fluctuations de la volatilité. Donc à un moment donné, on a atteint les 180. Et voilà, donc j'étais en plus forte encore moins-value, mais franchement, ça m'inquiétait pas tant que ça parce que je crois beaucoup dans cette entreprise-là sur le long terme. Et voilà, le terme long terme est vraiment clé parce que voilà, comme je vous dis, les fluctuations euh, de, de, de Trump, de XYZ, des news là, je m'en fous un peu, franchement, voilà. Ce qui compte, c'est vraiment les méga tendances. Euh, c'est ça qui font la performance du titre à travers les résultats trimestriels, euh, normalement. On va pas s'attarder sur des micro-détails, sur des variations liées à des effets d'annonce et ce genre de choses, hein. Voilà donc pour Schneider Electric, qui est quand même une forte conviction pour moi et dans laquelle je suis investi pour le long terme, parce que Schneider Electric, c'est l'électrification, c'est les centres de données, indirectement l'IA. Et c'est vraiment ben, la marche du monde. On va vers moins d'énergie fossile, plus d'électrification, que ce soit dans la mobilité, que ce soit dans l'urbanisation, les smart cities et tout ça. Euh, voilà. Donc je pense que voilà, c'est une entreprise qui a toute sa place dans mon portefeuille et que je compte garder sur le long terme. Voilà. Voilà, pour revenir juste sur le PEA et le CTO sur lequel j'ai vraiment toutes les large caps. Il faut savoir qu'en fin du mois, on va avoir ben, pour toutes les valeurs que j'ai, LVMH, Ferrari, L'Oréal, Air Liquide, Schneider et tout ça, on va avoir les résultats semestriels. Donc ça va vraiment être une période, on va dire, cruciale pour le portefeuille parce que parce que les résultats des entreprises, donc il faudra les regarder au cas par cas pour ben, voir les tendances, voir est-ce que c'est décevant, est-ce que au contraire ça a surpris positivement. Et je pense que c'est des événements, les résultats trimestriels, semestriels, qui peuvent être des bonnes raisons pour faire bouger le cours en dehors de tout ce qui est les mouvements de volatilité dus aux news, à des annonces, à de la, à
à des sorties, médiatiques de Trump ou et cetera. Donc vraiment, les résultats, d'entreprise que je vais vous faire passer comme message, c'est que c'est, vraiment, très important et c'est un baromètre fiable, en ce qui concerne, bah, le devenir de vos positions. Voilà, donc il nous manque juste à voir maintenant la petite dernière, sans doute, pour ceux qui ont vu la vidéo, que j'ai faite il y a un mois. Donc il y a un mois, j'ai investi au sein d'une petite small cap française, qui s'appelle Stif. Donc voilà, quand même, c'est pas négligeable parce que j'ai mis 15 000 €. Faut savoir que comment vous expliquer? Ça restait un pari, hein, parce que voilà, les small caps, c'est très très risqué et ça c'est la vérité, faut pas se le cacher. Après, moi j'ai, on va dire, analysé l'entreprise à mon petit niveau, hein, voilà, en termes de chiffre d'affaires, de croissance de bénéfices, de marge, de voilà, de perspectives de croissance, tout ça, d'endettement. Heu, mais voilà, ça reste de l'analyse, on va dire, fondamentale assez basique parce que moi, bon, je suis pas un expert de tout ça. Mais voilà, au-delà de ça, après, j'ai quand même analysé un minimum le management, l'historique de l'entreprise, les perspectives de croissance de l'entreprise, à savoir dans quel, marché elle évolue, heu voilà, faut savoir que c'est une entreprise qui est rentable, qui était rentable, qui vient pas de naître, donc c'est une entreprise qui a 40 ans, qui était au tout d'abord, spécial bon, je vais pas vous refaire la vidéo, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai fait une petite analyse, on va dire, rapide de cette action et c'est ça qui m'a décidé, heu, à titre très spéculatif, de poser un petit billet de 15 000 € et bah, ça m'a plutôt réussi parce qu'on voit qu'un mois plus tard, ça a pris 52, ce qui n'est pas quand même négligeable, faut quand même, se le dire. Donc voilà, et cette valeur-là, donc dans 2 jours, on va avoir, le résultat semestriel. Donc là, comme on dit, ça passe ou ça casse, hein, vraiment, avec ces small caps, ça peut se retourner du tout au tout. Là, c'est très bien, on a 52, mais voilà, si les résultats sont décevants, pas à la hauteur de ce qu'on attend, ça peut perdre, 30, 40, voilà donc il faut en être conscient quand on investit sur des small caps, que, ça peut bouger très fort et toujours, bah, la même consigne, hein, en bourse, ne pas mettre de l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Pour moi, c'était vraiment un pari, très spéculatif et j'étais, «à l'aise» entre guillemets, si je perdais ma mise, quoi. Donc voilà, c'est important à savoir. D'ailleurs, même sur tous mes portefeuilles, je suis à l'aise si je perds ma mise dans le sens où, heu, moi demain si mes 289 000 €, ils vont à zéro, ma vie elle va strictement pas changer, elle sera la même, hein, bien sûr. Après bien sûr qu'il y aura, comme on dit, un coup d'opportunité c'est-à-dire que, admettons, si je vends tout maintenant et que je récupère la thune, ben effectivement, je vais pouvoir faire des choses, je vais pouvoir faire, X, Y, Z, des loisirs, des achats de ci, de ça. OK, mais mais ça, moi, ça m'affecte pas. Enfin, si demain je perds tout, je vais pas me dire: «Ah mais mince, j'aurais pu acheter de ci, de ça, parce que moi, je vis pas dans les regrets déjà et aussi parce que je prends, full responsibility, like, full, accountability comme ils disent, les Américains. Donc la pleine responsabilité de mes actes. Donc moi, j'ai investi, cette somme en conscience. C'est-à-dire que si je la perds, je vais pas me morfondre et me dire: «Ah mais pourquoi t'as fait ça? Tu pu investir, sur, ça, 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 enfin tu pu faire toute autre chose avec toi». Non, j'ai décidé, voilà, il y avait cet argent, j'ai décidé de ça fait maintenant plus de 5 ans que quand même j'investis. J'ai décidé de le mettre, là, là ou là, en bourse, voilà, que ce soit sur, le CTO, surtout le PEA, parce que j'ai commencé avec le PEA. Si demain ça va à zéro, ben ça va à zéro. Écoute, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, ça va pas m'affecter plus parce que comme je vous dis, ne mettez pas d'argent que vous pouvez pas perdre. Heu, voilà. Donc c'est pour ça que je suis très chill en fait vis-à-vis de mes portefeuilles parce que, pour moi, ma vie, elle va pas changer du tout dans aucun sens, que cet argent soit là ou pas, quoi. Donc je me mets pas en danger, donc c'est pour ça que je suis chill. Après, c'est pas pour autant que je fais totalement n'importe quoi. J'essaie d'avoir une petite cohérence quand même. Mais voilà, ça m'offre quand même cette liberté d'agir, on va dire d'être, assez concentré aussi.
parce que je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement prudents, pour qui mon portefeuille c'est de la folie, tout ça. J'ai lu des fois certains commentaires, tout ça. Bon, ben voilà, on est tous différents. Le tout c'est de chacun prendre ses responsabilités, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Bon, ben j'ai assez parlé, donc maintenant on va passer au cœur de la vidéo du sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est, je vais revenir sur ça parce qu'on va utiliser l'action LVMH du coup pour illustrer ça. Voilà, donc LVMH, on voit, comme je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai une perte de 40% depuis mon PRU. Et donc on va voir comment décider de vendre une position. Moi personnellement, déjà, le conseil que je répète, c'est ne mettez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Parce que moi, je sais que j'ai mis, alors, attends, combien ça fait si je compte là? Euh, on va dire 40 000 € que j'avais mis sur LVMH, je crois, si j'additionne là le montant plus le machin. Ouais, 40 000 et quelques, 41 000, un truc comme ça. Euh, donc, imaginez que j'avais investi cette somme et que je me dis, oui, je la mets là parce que j'espère faire euh, plus 10, 20, 30%, mais je vais avoir besoin de l'argent dans 2 ans pour changer ma voiture ou quoi. Ben là, je serais en sueur, quoi. Là, je serais en train de trembler, de me dire, oh putain, il faut que je vende tout, que je limite la casse, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est très important, l'argent que vous mettez, soyez sûr de ne pas en avoir besoin. Voilà. Donc moi maintenant, j'ai cette position qui perd 40%. Donc qu'est-ce que je me dis? Il y en a plein qui se diraient: «Oh là là, ça a baissé de 40%, c'est trop pour moi, je le vends». Et ça, c'est un raisonnement simpliste et qui, selon moi, est erroné. Parce qu'en fait, ce qui doit vous driver quant à la vente d'une position, Heu, ça c'est pas le prix. Ça, c'est une erreur de dire, «Le prix, il est à tel niveau, alors je sors de la position», sans autre forme de procès. Vraiment, c'est pour moi quand même une grosse erreur et un peu d'amateurisme, parce que le prix, ça veut rien dire. Le prix, il reflète des comportements qui sont pas rationnels, souvent, des fois des fois qui le sont pas, mais c'est pas basé sur du tangible. Heu, Ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'ai acheté à la base LVMH, j'avais ce que les gens appellent une thèse d'investissement. Bon, c'est que en gros, bah, l'entreprise, heu, c'était une entreprise qualitative avec des marges importantes, heu, une forte désirabilité de ces marques, heu, qui est quand même le moteur du groupe, hein, le fait que les marques soient désirables. Aussi le fait que c'est une entreprise qui est extrêmement diversifiée à travers ses 75 marques différentes, qui adressent à la fois du mass market, mais à la fois du premium et du luxe, à travers différentes maisons. Heu, voilà, on a du luxe expérimentationnel, je sais pas comment on dit, à travers toutes les séries d'hôtels et tout ça. Bon, après, c'est pas une grosse partie, mais ça existe. On a aussi le travel retail. Voilà, bon, ce que je veux dire, c'est que c'est diversifié. Je crois qu'il y a même une des boîtes de LVMH qui fabrique des yachts de luxe. Donc voilà, donc cette diversification-là, elle est intéressante. C'est une entreprise qui agit, qui vend sur les 5 continents. Euh, et puis le management remarquable de Bernard Arnault qui a amené la boîte là où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est ce qui m'a fait investir dans LVMH et j'oublie bien sûr, pour moi la méga trend de tout ce qui est beauté, paraître, narcissisme, heu, luxe, qui pour moi est quelque chose de porteur sur le long terme également. Il y a qu'à voir tous ces jeunes de génération TikTok, les magasins Sephora qui ne désemplissent pas, avec des jeunes filles qui sont la future génération, hein, de 12, 13, 14 ans, qui ont fort intérêt dans tout ce qui est les cosmétiques, les habits luxueux, voilà. Euh, donc ça pour moi aussi, c'est que ça fait partie quand même d'une méga trend qui est pas près de s'essouffler, notamment qui est toujours présente dans nos pays développés mais qui se développe de plus en plus aussi dans les pays émergents. Donc voilà. Donc voilà, toutes ces raisons-là que j'ai citées m'ont fait investir sur l'action LVMH. Et donc aujourd'hui, je me retrouve avec une perte de 40%. Donc
vis-à-vis de ça, qu'est-ce que je me dis? Je me dis: «Est-ce que mes arguments d'investissement, ont changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui justifie, cette baisse-là?» Heu, donc moi je me dis, bah, par exemple, les marques, elles ont pas été écornées comme pour, tout ce qui concerne Kering. J'ai fait des vidéos sur Kering, vous pourrez aller les voir, c'est une entreprise que je porte pas spécialement dans mon cœur. Donc est-ce que les marques d'LVMH ont été écornées? Non, elles ne l'ont pas été. Pour moi, Louis Vuitton est toujours désirable, aussi autant, aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Heu Louis Vuitton et d'autres, hein, que ce soit Givenchy, Loro Piana, Dior, et cetera. Heu, voilà, pour moi, les marques ne sont pas écornées, on a toujours cette désirabilité, on a toujours, cette méga trend que je parlais, tout à l'heure, tout ce qui est paraître, tout ça. Voilà, on a aussi, toujours la présence d'un management d'exception, donc ça n'a pas changé non plus. Donc Bernard Arnault toujours aux manettes. Donc voilà, en vrai, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui justifie cette baisse, heu quand même substantielle, hein, du cours de l'action? Pour moi, c'est, beh, vraiment, comme il faut savoir que les valeurs du luxe, elles font une grande partie de leur chiffre d'affaires en Asie, heu et ben c'est, tout ce qui c'est le problème majeur qui explique cette baisse, on va dire que c'est, le ralentissement de l'économie chinoise, heu, qui depuis, le Covid n'a jamais vraiment trop, redémarré, si vous voulez. Et donc, en gros, si vous voulez, pendant le Covid, les Chinois, ils ont eu vraiment des restrictions ultra strictes, ils pouvaient plus bouger ni rien. Et les règles du Covid, elles ont duré pendant longtemps. Je crois que ça a duré plus longtemps que pendant comment ça s'appelle? Nos règles à nous, enfin eux, ils ont continué longtemps les restrictions, tout ça. Donc vraiment, le consommateur, il a pris un gros coup, déjà avec ça. Plus tard, il y a eu la crise du secteur immobilier, parce qu'à un moment donné, l'immobilier, ça représentait près de 30% du PIB chinois, je crois. Et le problème, c'est qu'il y avait il y a en fait, il y a des surcapacités, des surproductions qui ont vu le jour parce qu'en fait, ils ont construit de l'immobilier comme des fous. Les gens, ils pensaient que c'était leur assurance retraite. Beaucoup de Chinois ont investi dans l'immobilier, et puis ça s'est cassé la figure, que ce soit Evergrande et d'autres. Donc beaucoup de logements ont été laissés en friche, n'ont pas été terminés. Donc il y a des investisseurs qui ont perdu de l'argent et beaucoup de Chinois, comme je vous dis, étaient investis dans le secteur immobilier. Et donc, ils ont vraiment été échaudés par ça. Donc, il y a eu le Covid, il y a eu cette histoire-là de bulle immobilière. Donc, le consommateur chinois, si vous voulez, là, jusqu'à présent, n'était pas dans une optique de consommation, une optique de dépense. Donc, le consommateur chinois était très, très échaudé par tout ça. Et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup épargné, qui a beaucoup, beaucoup épargné. Et, qui consomme, qui a consommé très peu ces dernières années. Hem, voilà. Après ça, pour moi, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est amené à durer ou alors est-ce que c'est conjoncturel? Donc ça, moi, la réponse que je vois ici, c'est que c'est lié à la conjoncture économique. C'est pas quelque chose qui est structurel, parce que le sentiment de confiance des consommateurs, selon moi, je peux me tromper parce que je suis pas un expert, il va être amené à remonter dans les mois et années qui viennent. Parce que voilà, les gens vont pas rester effrayés à vie non plus. Le Covid, à un moment, il va se faire oublier, la bulle immobilière, à un moment, ça va se normaliser. Les gens vont recommencer à être à l'aise comme ils l'ont été en 2023-2022, ces années-là où le luxe était au top. Et voilà, donc moi je me dis que c'est purement conjoncturel, qu'il y a pas péril, dans la demeure, donc c'est pour ça que je ne vends pas mon action LVMH. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à cette question de quand vendre une action. Donc la réponse, pour vous la faire courte, quand vous avez une action, vous l'avez achetée pour certaines raisons, voilà, parce que vous pensez qu'elle est sur un secteur porteur, parce que vous voyez une croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices, parce que vous croyez dans le management, parce que voilà, le management gère bien la boîte, l'endettement est faible, voilà.
Donc, il y a plusieurs clients, il y a une diversification internationale. Enfin voilà, vous avez des raisons pour il y a des marges élevées, des avantages compétitifs, tout ça. Donc vous avez eu vos raisons d'acheter la boîte. Maintenant, quand vous vous posez des questions parce qu'il y a une baisse ou qu'il y a une hausse, au contraire, il peut y avoir une hausse aussi, euh, ben vous vous posez, est-ce que mes arguments qui m'ont fait acheter la boîte sont invalidés? Ben voilà, si la réponse est oui, à ce moment-là, vous vendez, mais si la réponse est non, ben, si ça baisse, rachetez-en, j'ai envie de dire. Mais c'est pas parce que oui, moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, ça veut rien dire, ça veut rien dire, moi je vous le dis honnêtement. Ça veut rien dire. Ne basez pas vos achats sur le prix, euh, vos ventes sur le prix de l'action, quoi. Après, oui, l'achat, ça peut se discuter, effectivement. Moi, je pense que des fois, j'ai un petit problème avec ça, mais je le reconnais, hein, je le reconnais. J'ai du mal à, quand je veux une boîte, j'ai du mal à attendre des valorisations correctes. Enfin, il y en a que j'ai eu à des valorisations correctes, mais il y en a que j'ai payé très cher, hein. Ferrari, je l'ai payé très cher. Euh, Pareil, L'Oréal, je l'ai payé. En fait, les trucs de luxe, là, je les ai pris sur des plus. Non, pas sur des plus hauts, mais quand même, enfin, ils étaient pas mal hauts, quoi. Donc, j'ai payé des multiples élevés. C'était peut-être mon erreur, c'était peut-être mon erreur. J'aurais peut-être dû prendre mon mal en patience. Mais après, ça, c'est ce qu'on appelle du market timing. Donc, bon, c'est pas forcément ce que j'aime faire et ce que je fais, donc j'en fais pas. Mais il faut pas non plus des valorisations délirantes, quoi. Mais non, mais après j'aurais pu les garder dans une watchlist et attendre, mais je trouve ça assez frustrant. Voilà, donc voilà, voilà. Donc oui, après par exemple là, par exemple cette action Steve dont on parlait tout à l'heure, qui a pris plus de 50% en un mois, il y en a plein qui se seraient affolés, oh là là, oui, je vends, je vends. Et puis même, il y en a qui auraient vu ça prendre 10%, ils auraient vendu déjà, enfin je veux dire. Mais là, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai acheté pour certaines raisons. Euh, Là, il y a aucun, depuis un mois, il y a aucun élément qui a changé, donc il y a aucune raison que je vende. Et là, l'exemple est typique. Euh, depuis un mois jusqu'à maintenant, l'entreprise, ah si, l'entreprise, entre-temps, elle a fait une acquisition. Donc l'acquisition, elle a été plutôt saluée par le marché, donc ça a peut-être pu euh, expliquer une partie de la hausse en anticipation de bénéfices futurs plus élevés dus aux synergies voilà, entre les deux boîtes. Euh, mais voilà, donc et là, ça va encore plus dans le sens de conserver pour moi l'action, parce que voilà, euh, l'entreprise, bon, pas rentrer dans les détails, elle était spécialisée dans les protections passives anti-explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie, et là, elle a acheté une boîte spécialisée dans les mêmes choses, mais de systèmes actifs. Donc en fait, c'est très complémentaire et c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, voilà, voilà. Donc j'ai fait le tour, j'espère que vous vous portez bien, que vos investissements se portent bien. C'est toujours un plaisir, voilà, d'être transparent avec vous, heu, de vous montrer ce que je fais, avec, mes erreurs parce que j'en fais. Je suis pas un spécialiste de la bourse, je l'ai déjà dit 40 000 fois. Heu, j'utilise mon bon sens et mes petites compétences, voilà, pour naviguer avec ce petit portefeuille. Et voilà, on apprend tous ensemble et c'est ça qui est intéressant aussi. Merci de m'avoir écouté. Je sais, c'était un peu long, je suis désolé et à la prochaine. Ciao, ciao.